Merci beaucoup, Ethem, pour cette invitation et pour nous avoir aussi posé des questions, adressé des questions à lesquelles on essaie de répondre avec nos interventions. Voilà. C'est bon? Un peu plus près de tout. Non, ce que je vais faire, c'est... Voilà. Parce qu'il faut que je vois mes notes. Voilà, parfait. C'est bon? Voilà, c'était un remerciement chaleureux. Et merci aussi pour l'introduction à mon sujet. Tu l'as déjà très bien décrit. Mais quelques mots de départ. C'était un été, donc pour rappeler, un été 2020, un peu plus d'un an. On a appris la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée, son ouverture en lieu de culte musulmane. Bon, la décision est arrivée comme un choc émotionnel pour certains d'entre nous, pas pour tout le monde, à la fois à l'intérieur de la Turquie qu'à l'échelle globale, mais pas une surprise intellectuelle. Donc on verra par la suite comment cette décision est arrivée. Il s'agit, comme le titre l'indique, de la reconversion et pas une simple conversion, parce que effectivement Sainte-Sophie a un destin, a plusieurs destins. À l'origine, donc, basilique byzantine, construite en XIVe siècle, et ensuite, surtout à partir du VIe siècle, atteint la forme actuelle sous l'empereur byzantin Justinien, reste une église jusqu'à la conquête de Constantinople. En 1953, elle devient la mosquée impériale pour les sultans ottomans. Elle cesse d'être un lieu de culte et devient un musée sur décision d'Atatürk en 1934. Donc, c'est de nouveau, il y a cette reconversion en mosquée. Après la basilique byzantine, mosquée ottomane, musée républicain, aujourd'hui une mosquée pour quelle Turquie? Peut-être c'est la question pour l'avenir qui a été posée, pour la nouvelle Turquie, comme disent certains, mais on a eu beaucoup d'appellations nouvelles dans le processus de changement et d'occidentalisation de la Turquie. Donc, quelle Turquie, quel genre de mosquée dont on parle, quelle religion, et effectivement, quel rapport avec l'Occident. La reconversion, c'est jamais un retour identique. Il y a réitération, ça veut dire, même si c'est le même geste, c'est jamais un retour identique. Donc il y a quelque chose, effectivement, qui a changé dans les relations de la Turquie République à soi, à l'Occident, et aussi à l'articulation entre la religion et la laïcité. Sainte Sophie, qui signifie sagesse de Dieu, Hagia Sophia en grec, et c'est repris comme Hagia Sophia en turc. Donc je vais utiliser d'une manière interchangeable, et je trouve que Hagia Sophia, je ne sais pas si la société actuelle est consciente que Hagia Sophia vient d'origine Hagia Sophia, où ils ont complètement intériorisé et ils pensent que Hagia Sophia est un mot turc. C'était en pleine période de pandémie de Covid, donc en été, où tout rassemblement a été interdit, que la cérémonie religieuse de cette ouverture a eu lieu. La cérémonie a été diffusée en direct à la télé. Et la mise en scène publique et médiatique de cette ouverture de Sainte-Sophie en lieu de culte musulman a été minutieusement préparée. Je regardais la télévision. L'appel à la prière de muezzin depuis les minarets autrefois muettes d'Hagia Sophia, les fidèles présents par milliers pour la prière à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, le président d'Erdogan, tête couverte d'un bonnet de prière blanc, récitant les 2 premières sourates du Coran, et le chef des affaires religieuses, la fameuse institution Diyanet qui prend une ampleur dans la Turquie actuelle très importante, qui monte au minbar pour conduire la prière en tenant un sabre à la main. Voilà, ces instantanés témoignaient l'imbrication du politique et du religieux, la réinvention des rituels dits ottomanes, accompagnée de l'élaboration d'une rhétorique de la conquête et de la conversion. Donc, effectivement,
la transformation de l'usage, de la fonction de ce bâtiment et de sa mémoire indique quand même une réécriture, une réorientation de l'histoire turque. C'est un glissement de la gravité idéologique dont Ethem a parlé dans sa leçon inaugurale, cette gravité idéologique vers l'islam, qui change aussi les dates de la commémoration. Donc, la conquête, le 2053, sixième centenaire de la conquête de Constantinople, devient un moment important pour le gouvernement actuel dans la réorientation de l'histoire de la Turquie, de cette nouvelle Turquie à venir. Alors, pourquoi ce choix de Sainte-Sophie? Parce qu'effectivement, il y a un contraste entre la longue durée le récit, le survol historique de Ethem Eldem et cet angle très étroit. C'est que je prends à partir vraiment de cette décision de la Sainte-Sophie. C'est un angle très étroit, mais qui, à mes yeux, peut répondre, nous aider à aborder les questions qui ont été adressées par Ethem Eldem. Donc la question de relation entre l'Europe et la Turquie, mais surtout la question de la temporalité, comment on va articuler donc la longue durée dans le présent, ou le présent comprendre à partir du passé. Et je trouve que justement la décision de Sainte-Sophie, la conversion de Hagia Sophia, c'est à la fois rappelle le présent d'une manière très conflictuelle et aussi l'importance de la longue durée. Deuxièmement, l'aspect relationnel. Encore, Sainte-Sophie, c'est la juxtaposition des couches d'histoire et qui montre la nature hybride, je dirais, de l'architecture de l'édifice, à la fois byzantin et ottoman et islamique, qui illustre le caractère aussi, on peut prendre les relations, le caractère intrinsèque des relations entre la Turquie et l'Occident. Et enfin, les affects. Là encore, cet événement majeur déclenche des affects très importants avec des mémoires conflictuelles attachées à ces affects. Donc, question de la temporalité, question de l'hybridité ou du relationnel, interpénétration, juxtaposition des couches d'histoire et des affects. Les monuments sont des informations, nous transmettent des informations sur le passé. C'est un moment de glorification d'un moment dans l'histoire. Et cela dit, comme a fait une distinction l'historien David Lowenthal, l'histoire et l'héritage ne sont pas la même chose. On peut en discuter. Il dit, effectivement, l'héritage n'est pas l'histoire, car l'héritage est ce que les gens font de leur histoire pour se sentir bien, pour glorifier leur passé. Donc, l'héritage est façonné pour affirmer notre identité. Et là, on voit comment l'héritage et l'histoire sont imbriqués dans l'histoire de Sainte-Sophie et comment on réécrit l'histoire en changeant, en essayant de changer le sens de l'héritage pour donner une nouvelle orientation pour l'avenir. C'est un voyageur que vous connaissez, un récit de voyage publié par Eduardo de Amici en 1877, intitulé Constantinople. Il parle de la nécessité d'un double regard pour pouvoir appréhender l'histoire d'Hagia Sophia, l'un avec un œil turc, l'autre avec un œil chrétien. Je le cite. Il dit, donc, on avait délibérément choisi un vieil interprète grec, Dragoman, et un traducteur turc, Kavas, pour nous accompagner avec l'espoir, qui s'est accompli par ailleurs, d'entendre dans leurs explications et leurs légendes la confrontation des deux religions, deux histoires, deux peuples. Pendant que l'un l'exaltait l'Église, l'autre glorifiait la mosquée, et ainsi, entre eux, il nous montre Hagia Sophia de la manière dont elle doit être vue, avec un œil turc et un œil chrétien. Cependant, ce n'est pas toujours très facile. Lui-même
il explique sa tristesse, des affects, de voir la mosquée à la place de l'Église. Il dit plus loin dans son texte, en fin de compte, comme je l'ai dit, l'impression est tristesse et confirme ce que le grand poète qui a comparé la mosquée d'Hagia Sophia à une colossale sépulture, une fois que le premier sentiment d'émerveillement s'estompe, l'esprit se tourne irrésistiblement vers le passé. Même maintenant, 3 ans après la visite, je ne peux me rappeler de l'image de la grande mosquée sans chercher à visualiser en même temps l'église à la place. D'ailleurs, il fait des changements architectural et d'intérieur dans sa visualisation. Donc, ce n'est pas facile d'appréhender en termes historiques, disons, l'ensemble du passé connecté et qui nous montre, qui nous donne quand même des indications aussi de la complexité des relations entre l'Occident et la Turquie. Donc, son affectation pour l'Église lui empêche de voir et de se rappeler la grande mosquée. Et je pense que ça continue, comme on dit aujourd'hui jusqu'à maintenant. Pour certains, Sainte Sophie représente un héritage byzantin et chrétien, ignorant la contribution de l'ère ottomane. Après, son histoire s'arrête en 1453. Et pour d'autres, au contraire, la période byzantine est déniée. C'est de la préhistoire et il ne fait que glorifier l'Empire ottoman. Il faut ajouter également que ceux, peut-être comme nous, les séculiers turcs, qui préféraient souvent le statut du musée, pour qui cette décision est arrivée comme un choc émotionnel, également le statut du musée, ils donnaient aussi souvent la priorité à la préservation de l'héritage byzantin, en ignorant plutôt l'héritage ottoman. Peut-être c'est Gülru Necipoğlu, grand historien d'art turco-américain, qui est une exception, qui a fait un livre très très important qui montrait les modes d'appropriation sous l'Empire ottoman de Hagia Sophia, les formes et les récits et les légendes qui l'accompagnaient. Comment tenir compte des passés multiples d'Hagia Sophia, de reconnaître les histoires connectées, juxtaposées des formes hybrides? C'est une question, je pense, qu'on se pose. Donc, elle est au milieu des disputes de mémoire conflictuelle, Hagia Sophia. J'avais dit au départ, c'est peut-être un choc émotionnel pour certains, mais pas une surprise intellectuelle, car depuis les années 30, tout au long de la République laïque, l'ouverture d'Hagia Sophia en lieu de culte musulman, sa conversion en mosquée était dans l'agenda de plusieurs groupes de pensée, de mouvances conservateurs, nationalistes, islamistes. Dans cette mémoire conflictuelle, si Hagia Sophia, en tant que musée, était une source de fierté pour des jeunes générations attachées au projet de la modernité d'Atatürk tournée vers l'Occident, Hagia Sophia comme musée, donc, signifiait au contraire une humiliation pour les populations, disons, plus conservateurs. Mais je vais dire quand même un mot pour les attachements, disons, des générations et des groupes à la laïcité en Turquie, un mot, parce que souvent ces formes subjectives, émotionnelles, affectives et des formes locales, endogènes, je dirais, de la laïcité en Turquie, qu'on appelle laïclique, n'est pas tellement tenu compte. Souvent, on considère cette laïcité comme une laïcité superficielle, qui n'est pas tellement propre ou conforme à la laïcité française. En effet, il n'y a pas le respect du pluralisme religieux,
comme on a vu par les massacres et aujourd'hui l'extermination aussi d'autres minorités. Et cela dit, il y a une forme de la laïcité qui est toujours très importante en Turquie et qu'il faut tenir compte de cette forme endogène du sécularisme turc. Je pense qu'on ne comprendra pas le processus de l'occidentalisation et aujourd'hui l'islamisation si on ne tient pas compte des formes endogènes de ces principes séculiers. Donc le récit d'Hagia Sophia pendant la République était un récit qui avait formé la subjectivité des générations laïques et qui s'attachait donc un sentiment, pour parler des affects, de fierté de faire partie d'un pays à la fois musulman et laïque. Je pense que réduire donc cette laïcité à une forme d'instrumentalisation, je trouve que c'est une erreur. Cela dit, bien évidemment, il s'agit là des antinomies, comme on parle aujourd'hui aussi avec Orhan Pamuk, mais nous, dans notre travaux, montrer que la modernité occidentale et la laïcité, qui a été synonyme de la civilisation occidentale, créait des effets pervers, créait des faiblesses dans ce processus de modernisation. Peut-être c'est un des sujets pour lequel on peut comprendre ce retour de l'islam qui se revendique également d'une autre définition de la civilisation. Donc pour les conservateurs, je parlais de ces mémoires conflictuelles, la décision d'Atatürk de transformer la mosquée en musée était ressentie comme une blessure morale pour les musulmans pieux, mais également une source d'humiliation face à l'Occident. Donc on a tout le répertoire des affects, la fierté pour certains, l'humiliation pour d'autres, la blessure morale, et on peut ajouter des sentiments qui donnent lieu à des actes politiques comme les actes de la conversion, la revanche, le ressentiment. Et pour cela a été cité par Ethem Eldem, Necip Fazıl Kısakürek, qui était le penseur qui a été vénéré et qui a été justement celui qui demandait l'ouverture d'Hagia Sophia à la prière musulmane. Et pendant la cérémonie, après la cérémonie, Erdogan lui-même dit qu'il fallait libérer Hagia Sophia de ses chaînes de captivité. C'était le rêve de notre jeunesse. Donc, Hagia Sophia qui n'est pas ouvert, c'est dans ces chaînes de captivité. C'était le rêve de leur jeunesse parce que Necip Fazıl Kısakürek avait influencé les jeunes islamistes dans les années 70 qui sont actuellement au pouvoir, donc pour le faire. Alors, pour venir maintenant dans le titre à l'appellation le désamour. Merci pour avoir introduit la question des affects par Serge Gainsbourg. Mais comme le titre, donc, cela m'a permis aussi d'avancer l'idée de désaffect. Et on peut se poser la question à qui s'adresse ce message? À qui s'adresse? Avec qui on change le rapport? Est-ce que c'est les sécularistes turcs? Effectivement, on peut parler de la désécularisation aujourd'hui quand on regarde déjà de l'acte juridique qui a servi la justification de ce changement. C'était basé sur la propriété de la fondation de la Vakf Hagia Sophia qui était avant la République. Donc aujourd'hui, on justifie cet acte de conversion par le Wakf, par les propriétés de Wakf, le titre de propriété de Wakf Hagia Sophia. Et c'est Murat Akan qui parle de aujourd'hui, wakfisation de l'État turc, donc comme une signe de désécularisation. Un deuxième élément, Hagia Sophia est placée sous l'administration de l'autorité des affaires religieuses, Diyanet. C'est plus sous la gestion du ministre de la Culture et du Tourisme. Ce sont donc des indicateurs au niveau
de l'événement qui montre le glissement d'un sécularisme vers une conception plus religieuse dans l'administration de l'État. Ensuite vient la question, mais quelle religion alors? Quelle est la religion qui est mise en scène, mise en place de cet islam turc? Car, comme je vous ai donné l'instantané pendant la cérémonie, cette représentation conquérante et belliqueuse de la religion a été aussi critiquée, a été quand même importante dans la perception de l'événement, avec l'usage de sabres, qu'ils essaient de justifier en disant c'est le retour aux traditions ottomanes. Bon, d'accord, dans ce cas-là, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que l'on évoque? Qu'est-ce qu'il y a d'ottoman dans cette conversion, dans cette reconversion? Est-ce qu'il s'agit de la glorification de l'Empire associé avec la tolérance, la coexistence ethno-religieuse, le système de millet, même le cosmopolitisme, ou alors c'est le passé ottoman de plus en plus est associé avec la conquête et la suprématie de l'identité turque et l'islam sunnite. Donc voilà des questions qui sont relevées autour de cette conversion. Et dernièrement, c'est l'Occident. Quel Occident s'agit-il? Dans le désamour avec l'Occident, je pense que ce qui est oublié, ce qui est, disons, annulé, c'est l'héritage de la chrétienté orientale. C'est l'héritage byzantin. C'est d'aplatir la notion de l'Occident et de ne pas tenir compte de l'expérience vécue en proximité avec l'histoire de Byzance, en Empire ottoman et en Turquie. Et je trouve que c'est une perte énorme. Je parle des pertes, donc sécularisation, une forme, et une forme de religion qui est agressive, affirmée et agressive, guerrière, et une définition de l'Occident sans son aspect, sans la chrétienté orientale, qui quand même est très important pour ce bâtiment. Alors dernièrement, ouvrir Hagia Sophia à la prière exige un arrangement de l'espace d'intérieur. Il y a des nouveaux matériels, des éléments matériels et liturgiques. Effectivement, on a beaucoup entendu pour les mosaïques. Est-ce qu'on va couvrir les mosaïques pendant les prières? Comment ils vont couvrir? Un voile temporaire ou pas? Et ensuite, il y avait la question du tapis. À vrai dire, ce qui a attiré mon attention encore plus particulièrement, parce qu'on a une expérience de vide, de cette ampleur, quand on entre dans Hagia Sophia, tandis qu'avec le tapis turquoise qui recouvre le marbre ancien, il y aura une transformation de l'espace et l'expérience acoustique et sensorielle du lieu spirituel va changer. Donc voilà les questions qu'on peut déjà énumérer pour comprendre dans quel genre de l'histoire on est en train d'écrire autour du monument, qui est un angle très étroit, peut-être un événement majeur, mais qui s'ouvre à des problématiques importantes et qui complexifie, je dirais, notre regard. Je voudrais, dans mon titre, c'est la reconversion de Sainte-Sophie et le désamour. On est arrivé jusqu'au désamour, maintenant c'est l'Europe. Qu'est-ce que ça signifie l'Europe dans cette équation? Quelle Europe? Et Thème a parlé de l'Europe euphorique d'un moment de l'histoire et l'Europe sclérosée aujourd'hui. Donc, quelle Europe nous parlons? Les notions, les idéaux ne restent pas la même. Ce n'est pas une entité monolithique, ce n'est pas une entité anhistorique. L'Europe change. L'idéal que l'Europe représente et sa force transformatrice n'est plus la même. Pour cela, je voudrais évoquer, encore rester au niveau des monuments, pour une lecture plus sociologique et politique de l'histoire du présent, je vais introduire
dans notre dessin, Mesquita cathédrale à Cordoue. Mesquita cathédrale à Cordoue, car c'est les deux bâtiments, Hagia Sophia à Istanbul et Mesquita à Cordoue, sont classés comme patrimoine universel par l'UNESCO, mais ce n'est pas l'histoire, ils ont vécu, donc il y a les deux bâtiments qui montrent la longue durée, et dans le présent, il y a des controverses, des disputes autour de l'interprétation de l'héritage et de la mémoire de ces monuments. Les deux sont aussi comparables avec l'hybridité de l'architecture, et surtout, l'un représente pour moi la chrétienté orientale et l'autre l'islam occidental. Donc la juxtaposition des couches d'histoire, la Reconquista en Espagne, la conquête de Constantinople, des conversions successives d'une religion à l'autre, empreintes des empires et des nations, mais aussi aujourd'hui, effacement des traces de mémoire. Il y a eu le mythe d'Andalousie, il y a toujours le mythe d'Andalousie, la cohabitation des trois religions monothéistes, et aujourd'hui, Mesquita, qui veut dire la mosquée, est l'un des monuments majeurs de l'architecture hispano-musulmane, qui témoigne l'islam, donc médiéval, au sein de l'Europe. Lorsque Cordoue fut reprise par les chrétiens en 1236, Mesquita, la mosquée, a été convertie en église. Une cathédrale a été construite au centre du monument, une cathédrale très baroque. Donc, on gardait Mesquita cathédrale dans l'appellation jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le minaret, pour ceux qui n'ont pas visité, le minaret est caché à l'intérieur de la tour de la cathédrale, et Mesquita cathédrale est l'église principale de Cordoue, et la pratique du culte musulman est interdite. Il y a des revendications de la part des convertis musulmans ou de revertis musulmans en Espagne, ou d'autres qui veulent faire la prière à l'intérieur de Mesquita Cordoue. Donc ça a déclenché une dispute, une controverse sur l'héritage du monument, et aujourd'hui, il y a ceux qui veulent effacer le mot Mesquita, la mosquée, et nier l'héritage partagé afin d'affirmer une identité espagnole ressentie essentiellement comme catholique. On peut se poser la question, là je vais plus vite, dernièrement les mots de conclusion, qu'est-ce qui est compromis dans ces controverses en Espagne et dans cet acte de reconversion en Turquie? Ce sont des héritages de coexistence. Je mène Cordoue comme exemple parce que ça fait partie, comme j'ai dit, de l'islam occidental et la chrétienté orientale, les deux pour comparaison, pour mettre ensemble dans notre vision de l'Europe, pour élargir notre notion de l'Europe, du centre France-Allemagne, un peu vers les périphéries ou vers d'autres, disons, héritages et du passé. Donc la convivencia en espagnol ou le cosmopolitisme sous l'Empire ottoman, tous ces héritages pluralistes aujourd'hui sont en perdition. On peut dire que c'est l'idéal pluraliste d'Europe aujourd'hui qui est menacé. Et tout simplement le projet de l'Union européenne. Je ne vais pas retarder sur peut-être dans la discussion par rapport à l'adhésion de la Turquie comme peut-être un moment de rendez-vous manqué ou impossible. En tout cas, c'est idéal si on veut que l'Europe continue comme une force transformatrice des sociétés dans le sens du pluralisme et de l'émancipation. Je pense que cet idéal exige toutefois tenir compte des histoires croisées, des formes hybrides et culturelles
entre l'Europe et l'islam. Peut-être on ne peut pas discuter la question effectivement de l'Europe et la Turquie sans tenir compte de ces conflits, ce rapport à l'islam qui est quand même aussi très constitutif de l'Europe. Je voudrais, pour vous donner une impression, quelques images de Hagia Sophia que j'ai visité récemment, pour vous donner un peu, d'une manière très impressionniste, le changement. Alors, je n'ai pas visité pendant la prière de vendredi. Je vais y retourner si je peux. Pour le faire, ça va faire une différence. Ce n'était pas à l'heure de la prière. C'était ouvert à tout le monde. Donc, c'est l'image que vous avez et que tout le monde connaît. Donc, c'est après la reconversion. C'est les mots Sainte Sophie, Hagia Sophia. C'est l'entrée. Bon, voilà, il y avait une petite queue. On entre. La nouvelle plaque, Hagia Sophia Kimir Jami Sherifi, donc la grande mosquée de Hagia Sophia. Les traits effectivement de l'islam, la fontaine qui était bien évidemment là, mais les ablutions, se couvrir. Il faut se déchausser. On va dans la prière. C'est une entrée sud-est, donc la mosaïque byzantine. Avant et après, pour voir un peu l'atmosphère. Ce qui frappe, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Mosquée visitée. Est-ce que c'est l'Oumma? C'est quel genre de touriste? Je dois faire une étude sociologique. Et le fameux voilement des mosaïques. Je ne sais pas si c'est vraiment temporaire ou permanent pendant les prières ou pas. On connaît le Séraphin, tous ces travaux qui étaient faits de la restauration des mosaïques qui a été fait par l'Institut byzantin. Le marbre qui était très important, le marbre ancien, qu'on garde comme... mais c'était déjà avant aussi la conversion, une partie. Et ce que j'avais dit, ce qui m'intriguait le plus, c'était le tapis. Bon, voilà, une sorte d'habitation de Sainte-Sophie, qu'on n'avait pas l'habitude. Ça m'a fait penser à des mosquées que j'avais vues en Égypte, plutôt, des gens qui vivent dedans. Et voilà, on va reprendre les chaussures pour sortir. Et une autre inattendue, qu'on le sait, la place publique de Sultan Ahmed est barricadée, comme toutes les places publiques aujourd'hui depuis Gezi, depuis le mouvement Gezi. Donc, la place publique dans laquelle se trouve Sainte-Sophie est barricadée par la police, les sorties contrôlées. Voilà, je vous remercie.